Donc Décadence n'est pas encore paru, mais il y a déjà des textes, il y a déjà des commentaires. Je ne lis jamais ce genre de choses, mais j'ai vu qu'il y avait des choses sur Atlantico, de Gilles Lipovetsky, qui a déjà des avis sur ce que j'ai écrit sans probablement avoir lu les 600 pages de cet ouvrage. Mais on commence à commenter les commentaires, on commence à commenter la presse, et c'est toujours comme ça que les réputations, les mauvaises réputations, ou voire les bonnes réputations, enfin, se font. J'ai vu également que dans un site très à droite, qui aime beaucoup Marine Le Pen, comme Boulevard Voltaire, on avait commencé à dire que j'avais tort, juste vu le titre, puis ça suffit, ça me suffit, pas besoin d'aller plus loin. Mais ça me réjouit assez parce que tout ça donne raison à mes thèses. J'avais dit effectivement qu'il y avait un certain nombre d'optimistes réactionnaires qui utilisaient le concept de décadence justement pour dire qu'on pouvait restaurer un ordre ancien. C'est pas du tout ma proposition. Moi, je suis pas du tout ni optimiste ni pessimiste, je suis tragique. Je fais un travail nietzschéen, c'est-à-dire un travail de généalogie. Je pose la question d'où ça vient, d'où viennent les événements. C'est ce que je fais avec le terrorisme. C'est ce qui gêne, parce qu'on est dans des logiques plutôt de morale moralisatrice. Le terrorisme, c'est pas bien, voilà, et comme ça tout le monde est d'accord. Oui, d'accord, je veux bien que ce soit pas bien. Moi, je fais juste mon travail de philosophe en disant d'où ça vient, d'où viennent les terroristes. Et j'essaie de me poser des questions généalogiques sur le terrain nietzschéen, c'est-à-dire de me demander comment on en est arrivé là, comment cette civilisation qui a été la nôtre a pu arriver là où elle en est, c'est-à-dire ne plus produire grand-chose, si ce n'est du nihilisme, de l'absence de sens, de proposer des matières fécales comme œuvres d'art et de les revendiquer comme telles. Je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que c'est bien, je ne critique pas l'art contemporain, je suis un rare défenseur parmi les philosophes d'aujourd'hui de l'art contemporain, juste avec la nécessité d'un esprit critique, en disant ça j'aime moins bien, et voilà pourquoi j'ai tel ou tel avis sur l'art contemporain, mais j'estime que l'art contemporain est grand, fort, vivant, qu'il dit des choses extrêmement importantes. Et j'estime qu'on doit pouvoir faire ce travail de critique à partir de ce que l'art contemporain nous propose. Donc je ne suis pas décliniste, comme d'aucuns le disent. J'ai vu que, j'oublie son prénom, un des Duhamel qui fait de la télévision et qui fait de la chronique depuis un demi-siècle peut-être, me classait du côté des déclinistes. Donc je ne suis pas décliniste, pas plus qu'un médecin qui diagnostique un cancer n'est un cancéreux et un cancérologue. Eh bien, je fais l'analyse du déclin et ça ne fait pas de moi un décliniste. Il y a une très belle phrase de Spinoza, elle n'est pas très exactement telle qu'on la raconte, mais finalement, l'esprit est bien respecté. Spinoza dit « ni rire, ni pleurer, mais comprendre ». Ni rire, ni pleurer, ni comprendre. Donc, je ne vais pas rire en disant « bien fait, tout s'effondre », etc., comme un certain nombre de cyniques de salon, de cyniques mondains. Il y en a quelques-uns, pas à peine de donner leur nom, mais des gens qui, à la terrasse de Saint-Germain-des-Prés, ou jadis à la piscine Molitor, estiment que tout s'effondre, sauf les petits garçons et les petites filles qui passent par là, et puis éventuellement les cocktails qui nous permettent de faire l'éloge de Sigmund Freud et de quelques autres. Je ne suis pas quelqu'un qui me réjouit de la décadence, je ne suis pas non plus quelqu'un qui estime qu'il faut pester et tonner contre, comme Éric Zemmour dans chacun le registre, ou Alain Finkielkraut, qui estime qu'il faudrait restaurer un ordre ancien pour revenir à un état des choses qui nous permettrait de dire « Ah voilà, la France est redevenue grande et nous avons les moyens de faire de telle sorte que la France redevienne grande ». Moi je ne crois pas, je crois que tout ça est fini, donc il n'y a pas de bonne raison de se réjouir, il n'y a pas de bonne raison non plus de désespérer, mais juste comprendre. Ça ne veut pas dire que tout est possible, parce que la civilisation s'effondre. Je pense que tout n'est pas possible, ce sera l'objet du livre suivant, c'est-à-dire que nous allons mourir, nous mourrons, le bateau coule. Il faut juste faire de telle sorte qu'on n'agrandisse pas les voies d'eau, et qu'on ne soit pas tenu pour responsable ou pour coupable, pour soi-même, c'est pas le jugement d'autrui qui importe dans cette aventure, mais de ce qui advient. Donc on doit pouvoir vivre de manière élégante, sans se suicider comme Mishima, ou sans entrer dans des logiques dépressives. Je ne suis pas du tout dans des logiques dépressives, je dis juste qu'il faut comprendre ce qui advient pour être ni pessimiste, le pire n'est pas certain, ni optimiste, le meilleur n'est pas certain, mais le réel est véritablement tel qu'il est. Donc je ne fais pas partie, et c'est un peu le sens aussi de mon athéisme politique, je fais aussi partie des gens qui ne croient pas qu'on pourrait changer les choses avec Marine Le Pen, avec Jean-Luc Mélenchon, ou avec des gens qui nous proposent des réformes radicales en nous disant il suffira de faire ceci et puis de faire cela pour obtenir le retour du paradis, et puis votez pour moi et vous verrez, les choses changeront. Je ne crois pas, je crois que ces gens-là font semblant, et que l'histoire de l'humanité est remplie de gens qui politiquement nous font des promesses, alors que finalement il y a un cours des choses, il y a un cours de l'histoire, et que ces gens-là font moins l'histoire que l'histoire ne les fait, et qu'il faut savoir
proposer une philosophie de l'histoire aujourd'hui qui se défasse de la philosophie de l'histoire qu'on nous propose depuis bien longtemps, qui est une philosophie marxiste. Elle fait la loi depuis à peu près, depuis Marx d'une certaine manière, dans le monde intellectuel, et elle fait la même loi depuis bien avant, puisque finalement, nombre des thèses chrétiennes, et c'est aussi ce que je raconte dans Décadence, nombre de thèses chrétiennes se retrouvent finalement dans la philosophie de la Révolution française, puis du marxisme et puis du communisme, c'est-à-dire la parousie. La parousie, c'est le fait qu'un jour Jésus est censé revenir sur Terre, et à distance d'une génération. J'analyse la question de la parousie parce que le texte dit très précisément que Jésus va revenir. Et pas dans 10 siècles ou 20 siècles, mais il y a des textes très précis, et c'est assez drôle de voir comment Augustin finit par nous dire qu'il va revenir, mais que finalement le chiffre qui est donné n'est pas le chiffre qu'il faut comprendre, c'est un chiffre métaphorique, et puis effectivement on peut toujours attendre, et on attend toujours. Et l'Église n'a jamais dit qu'effectivement la parousie était la preuve de l'inexistence de Jésus, puisque finalement il avait dit qu'il reviendrait à la hauteur d'une génération, et qu'une génération après, et une génération et un peu plus, il n'est toujours pas là. Le millénarisme, cette idée qu'on a 1000 ans et qu'on va vers 1000 ans pour obtenir le paradis. Le paradis, l'enfer, le péché originel. Le péché originel, c'est la propriété selon Rousseau, puisque toute cette pensée marxiste est finalement un rousseauisme sur ce sujet de la propriété qui serait le mal dont nous pourrions nous défaire en abolissant la propriété et en passant par un contrat social qui nous forcera à être libres, qui forcera ceux qui ne voudront pas y consentir à être libres. Eh bien, effectivement, il faut regarder toutes ces choses-là et se dire que la philosophie de l'histoire chrétienne, puis la philosophie de l'histoire marxiste, qui recycle parousie, millénarisme, ces choses-là, enfer, purgatoire, paradis, prophète, messie, eh bien toute cette philosophie a fait son temps et qu'il faut avoir le courage de regarder en face le réel, que le réel a bien lieu, et que quand Rousseau nous dit « commençons par écarter les faits », il commet le péché originel des philosophes. Non, ne commençons pas par écarter les faits, commençons par regarder les faits. Rousseau dit « écartons les faits, posons l'hypothèse de l'homme dans l'état de nature », je fais l'analyse aussi de cette fiction terrible, et puis cette hypothèse, il le dit lui-même, c'est une hypothèse, l'état de nature, et 2 pages plus loin, cette hypothèse est devenue une réalité, 10 pages plus loin, c'est devenu une vérité. Et ce passage de la fiction à la vérité et à la réalité encombre l'histoire de la pensée, l'histoire dominante de la pensée, et je fais la proposition tragique, mais ni optimiste ni pessimiste, la proposition tragique que nous pouvons regarder l'histoire en face, et que nous découvrirons un certain nombre de choses, mais sûrement pas ce que le christianisme nous enseigne, et sûrement pas ce que le marxisme nous enseigne. Nous découvrirons également que les réactionnaires, les conservateurs ont tort d'attendre quelque chose qui fait qu'on pourra revenir à un état meilleur, et que les progressistes ont tort, qui pensent qu'on peut aller vers le meilleur aussi. Les progressistes, ce sont les gens de gauche, mais ce sont aussi les musulmans, qui estiment que quand on aura réalisé le califat sur la totalité de la planète, on aura un paradis extraordinaire, merveilleux et fantastique. Non, la solution n'est pas dans le passé, comme le croient les réactionnaires, les conservateurs, qui sont pessimistes aussi. La solution n'est pas non plus dans le futur, ça ce sont les optimistes, les progressistes, et tous les religieux qui estiment qu'effectivement au bout du tunnel il y aura la lumière, mais la solution elle est dans la capacité à habiter l'instant, ni le pessimisme réactionnaire, ni l'optimisme des progressistes, mais le tragique de ceux qui sont capables d'habiter l'instant et le présent.